là, je vais passer au côté... on va aller dans les champs. Et en fait, on va passer... tout à l'heure, tu as dit la génétique des populations. C'est très réductionniste parce qu'on assimile les individus à des génotypes. Et donc, moi, je vais parler essentiellement des phénotypes, c'est-à-dire de la manière dont les organismes apparaissent dans l'environnement. Et donc, peut-être tout à l'heure, on aura des discussions sur tout ce dont tu n'as pas parlé, qui est l'interaction entre le génotype et l'environnement. Alors, je vais parler un petit peu de l'histoire de la sélection, de la domestication. Ça date un peu à la sélection moderne, on va dire, au cours du XXe siècle, qui s'est passée pendant la période de modernisation de l'agriculture, les limites de l'agriculture industrielle, et puis vers un autre modèle agricole, donc avec l'idée de remettre de la diversité dans les champs et de sélectionner, d'avoir des approches de sélection différentes. Alors, si on remonte à la domestication des espèces pour les plantes, on peut considérer vraiment toute l'histoire de la sélection des plantes cultivées comme une coévolution entre les plantes et les sociétés humaines. Parce qu'on a tendance à penser, et c'est vrai que les humains ont transformé les plantes pour les adapter à leurs besoins, mais en même temps, les plantes transformées ont aussi transformé les sociétés, puisque le fait de maîtriser, de pouvoir les semer, les récolter, les cultiver, ça a complètement changé le fonctionnement des sociétés, ça a permis d'augmenter la production, de sédentariser des sociétés et de changer le fonctionnement. Donc, regarder cette évolution comme une coévolution, c'est peut-être plus réaliste. Donc, les plus anciennes domestications des plantes, ça date à peu près de 10 000, 12 000 ans avant maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est que la domestication? Donc là, ce n'est pas une plante, mais pour être plus général, on peut dire que c'est l'ensemble des modifications des caractéristiques phénotypiques, donc c'est la manière dont les organismes nous apparaissent, mais également du comportement d'une espèce sauvage pour l'adapter aux besoins de l'homme. Et donc le chien, c'est la plus ancienne domestication qui soit connue. Alors, en ce qui concerne les plantes, on est plutôt, donc, comme j'ai dit, dans les périodes les plus anciennes, 10 000 à 12 000 avant maintenant. Et on a identifié un certain nombre de caractères qui sont très spécifiques des plantes domestiquées comparées aux plantes sauvages, qui sont, qu'on appelle le syndrome de domestication, qui vont être surtout au niveau des organes reproducteurs et qu'on va récolter, donc comme le grain non caduc, le grain non vêtu, ou les enveloppes non adhérentes, l'augmentation de la taille des fruits, une synchronisation entre l'atteinte de la maturité de tous les fruits ou de tous les organes reproducteurs, une augmentation du rapport fruit-végétation, vous voyez, qui est un petit peu illustré là avec... donc ça, c'est un ancêtre du blé, Triticum toshi, donc qui a des enveloppes bien adhérentes. On voit là-haut la théocinthe, qui est l'ancêtre du maïs, qui aussi est dans des enveloppes complètement dures et puis qui vont se casser dès qu'ils sont mûrs et avoir des petits barbillons éventuellement pour s'accrocher, enfin, je dis disons qui leur permettent de s'accrocher au pelage des animaux pour être disséminés. Parce que, en fait, ce syndrome de domestication, en fait, il correspond au fait que pour les hommes vont avoir tendance à sélectionner les graines et les épis, les fruits qu'ils arrivent plus facilement à ramasser, donc qui restent plus longtemps sur les plantes, qui sont synchronisées, qui sont les plus gros, etc. Si on regarde les céréales, il y a aussi d'autres caractéristiques qui vont être sélectionnées, qui sont la facilité à transformer le produit de la récolte pour l'alimentation, et donc pour les céréales à se débarrasser des glumes, des enveloppes autour des grains. Alors là, on peut comparer. Donc pour une des espèces de blé, donc ça c'est pas le blé tendre, le plus fréquent qu'on voit dans les champs, c'est
c'est l'engrin. Mais donc vous voyez l'espèce ancestrale, elle ressemble pas mal, sauf cet aspect que le rachis est cassant et que ça va s'égrener tout de suite spontanément. Et puis la taille du grain, on voit bien différente aussi. Alors les espèces cultivées ont été domestiquées dans des endroits qu'on appelle des centres ou bien des non-centres, parce que c'est assez étalé, d'origine de ces espèces, qui correspondent aussi à des zones où il y avait énormément de biodiversité dans les espèces sauvages qui ont été domestiquées. Donc on a, je pense que vous connaissez un petit peu les centres d'origine. On a ici là un centre d'origine important pour le maïs, le haricot, la tomate, etc. Ici on va voir la patate, la pomme de terre, d'autres espèces. Et puis là, pour les céréales à paille, on a le croissant fertile, donc qui est donc le centre d'origine des blés, mais aussi d'autres espèces de céréales à paille, de la lentille, du pois chiche, d'arbres fruitiers, etc. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé après ces domestications? Eh bien, donc les espèces ont ensuite ont suivi les migrations des populations humaines et très progressivement, vous voyez un petit peu les échelles de temps, mais à partir, par exemple, ici pour les blés, certaines espèces de blés cultivés, eh bien, très progressivement, ces espèces sont parties dans les différentes directions avec les populations humaines qui colonisaient de nouveaux territoires et allaient s'installer. Et donc, ce qui est intéressant de noter, c'est que ce processus, il s'est fait très lentement, ce qui a permis aux espèces cultivées de pouvoir progressivement s'adapter à leur nouveau milieu. Parce que c'est clair que si aujourd'hui je vais prendre un blé qui est cultivé ici et que j'essaye de le faire pousser en Norvège, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher du tout, alors que actuellement, le blé cultivé, on en trouve depuis l'Australie jusqu'à la Norvège, en passant par l'Amérique du Sud, l'Afrique, etc. Donc c'est ce processus lent qui a permis l'adaptation progressive, la différenciation des populations des populations d'espèces cultivées, et en particulier un des caractères très importants dans l'adaptation, c'est la manière dont la plante va pouvoir se caler son cycle de végétation, de reproduction en fonction du climat. Et donc pour beaucoup d'espèces, mais en particulier pour les céréales, il y a des mécanismes de réponse à des signaux environnementaux qui sont la sensibilité à la vernalisation, c'est-à-dire avoir une période de froid pendant l'hiver, pendant qu'on est encore à l'état végétatif, qui va être nécessaire pour induire le passage à l'état reproductif et donc à la montaison et à la production d'épis, ou bien la sensibilité à la longueur du jour. Les plantes vont aussi attendre que le jour soit suffisamment long ou suffisamment court pour se mettre à monter. Voilà. Après, il y a aussi en effet des sommes de température. S'il ne fait pas chaud, ça ne pousse pas vite. Alors, quand on regarde, donc ça, en fait, ce processus après la domestication d'adaptation, de culture de ces espèces cultivées par au début les sociétés du néolithique, puis ensuite les sociétés paysannes, ça a conduit à beaucoup de diversité, et on peut l'observer quand on regarde un certain nombre de caractères. Ici, on a regardé la sensibilité à la photopériode, donc à la longueur de jour, dans des variétés de pays, donc des variétés, on va dire, anciennes, qui peuvent représenter plus ou moins ce qu'on avait à la fin du XIXe siècle. Et on voit que cette sensibilité, elle se répartit un petit peu de façon structurée selon la zone géographique. Et en fait, on peut regarder que
Aussi, ça va interagir à la fois avec le climat, mais aussi avec la date de semis. Donc on a des zones, comme ici par exemple, où on va semer les orges à l'automne, et donc il ne fait pas très froid pendant l'hiver, et donc si les plantes se mettaient à pousser tout de suite, ben, elles pourraient être, qu'elles n'auraient pas leur cycle au bon moment, donc elles vont être sensibles à la photopériode. Elles vont attendre que les jours soient assez longs pour se mettre à monter et à faire leurs épis. Et puis par contre, ben, dans le nord, on peut avoir les deux parce qu'il y a des orges qu'on va semer à l'automne, mais comme il fait froid, de toute façon, ils sont obligés d'attendre qu'il fasse plus doux pour en avoir la vernalisation et qu'il fasse plus doux pour pousser. Mais on peut aussi semer les orges au printemps, et du coup, là, dans ce cas-là, il va peut-être falloir des orges sensibles à la photopériode. Alors, ben, ce processus très progressif et très lent de diversification, on peut dire, ça va se continuer jusqu'au début du XXe siècle, avec, pour chaque espèce cultivée, le développement d'un grand nombre de variétés locales ou de populations, enfin, qu'on peut appeler aussi des populations de pays cultivées par les paysans, donc qu'on va dire adaptées à leur environnement, donc le climat, j'en ai parlé, mais aussi les parasites, le sol, et aussi les pratiques de culture, la date de semis, la manière d'agencer les cultures. Aussi sélectionnées par les paysans pour des caractères morphologiques, la couleur des épis, les barbes, tout un tas de... ou aussi les qualités quand on les utilise en cuisine, et avec des échanges de graines entre les paysans, soit sur les marchés, soit avec son voisin, soit par des transmissions dans les familles, etc. Et alors, du coup, si du point de vue de la génétique des populations, alors, je ne sais pas si maintenant, je me demande si j'ai le droit de parler de génétique des populations quand je parle des phénotypes, mais bon. Si on regarde le fonctionnement des espèces cultivées à cette époque-là, ben on peut considérer que ces populations, donc une population, comme l'a dit Guillaume, ben c'est un ensemble d'individus qui vont pouvoir se reproduire ensemble d'une année sur l'autre et être cultivés, donc dans le cas des plantes cultivées, être cultivées dans un même milieu année après année. Donc on peut considérer que dans le champ d'un paysan ou d'une paysanne, on a une population qui va être utilisée pour la production de nourriture, qui va aussi être sélectionnée, comme je l'ai dit, choix des épis, tri des grains, choix des plantes. Et chaque agriculteur peut perdre à un moment donné sa récolte, ou il peut y avoir un accident dans le champ, donc il peut y avoir des populations qui disparaissent, mais aussi il y a des échanges génétiques entre les populations qui sont possibles, soit par des flux de pollen si les espèces sont allogames et dans des champs voisins, soit aussi beaucoup par des échanges de semences entre les paysans. Et du coup, on peut décrire ça comme un fonctionnement, une gestion paysanne en métapopulation. Donc les métapopulations, c'est quelque chose qui est très bien décrit aussi pour les populations naturelles. Et on montre que c'est la manière de fonctionner qui peut expliquer le maintien à long terme de l'ensemble. Parce que même si dans chaque population, on va perdre de la diversité sous l'effet de la sélection pour des conditions locales, la sélection paysanne aussi sous l'effet de la dérive génétique, on ne va pas perdre la même diversité dans toutes les populations. Et les flux de gènes, ça va permettre de renouveler et donc de maintenir la capacité d'adaptation à long terme. Alors, on a souvent tendance à penser, et avec l'exposé précédent, c'est un petit peu ce qu'on imagine, c'est que la sélection, ça va conduire à l'homogénéité. Et donc, on peut se demander comment ce processus, avec cette sélection forte, on a maintenu autant de diversité. Et donc, le mécanisme là, c'est qu'en fait, chaque population est soumise à des pressions de sélection qui vont être différentes. Et puis, il y a aussi l'aléa de la dérive génétique. Et
Et donc, c'est tout ce processus pendant des milliers d'années de sélection locale et paysanne, mais ça va conduire à une diversité. Alors, ce n'est pas vraiment le maintien, c'est vraiment la création d'une diversité énorme aussi à travers aussi tout un tas de pratiques qui sont très formalisées dans les sociétés agricoles vivrières. On a pu le caractériser, très formalisées de gestion de ces populations cultivées. Alors en particulier, je vais juste prendre un exemple. C'est la gestion des flux de gènes entre l'espèce sauvage apparentée et la population, l'espèce cultivée. Donc c'est des travaux de, je ne me rappelle plus son prénom, Benoît Pujol peut-être, pendant sa thèse sur le manioc. Et donc le manioc, il est reproduit, enfin les champs sont réinstallés à travers des boutures qui sont faites avec à partir des plantes, mais ça n'empêche pas qu'il y ait aussi une reproduction sexuée. Donc il y a ces boutures qui sont faites donc par multiplication végétative, et puis les champs sont détruits, ils sont laissés en jachère, il y a du brûlis, mais dans les champs de manioc, il y a eu reproduction sexuée, donc entre les plantes de manioc, et puis autour avec les apparentés sauvages. Et donc ces graines, elles vont aller dans le sol, elles vont rester dans le sol pendant quelques années, ce qu'on appelle la banque de graines. Et puis quand on revient pour planter les boutures dans la parcelle après le brûlis, eh bien cette banque de graines, elle va pouvoir se réveiller et il va y avoir des plantules qui vont apparaître. Et ce qui est vraiment intéressant, enfin ce qui a bien été décrit, c'est que les paysans, quand ils passent dans les champs au moment de désherber, ils vont opérer vraiment un choix sur ces plantules issues de croisements sauvages cultivés. Ils ne vont pas retenir celles qui sont trop sauvages, qui ont un air trop sauvage, mais ils vont en incorporer quand même un petit peu. Et donc, comme ça, favoriser un petit flux de gènes depuis les sauvages vers les cultivés. Voilà, alors, il y a aussi, on a montré, il y a beaucoup d'études qui ont pu être faites sur des systèmes agricoles vivriers qui sont encore en fonctionnement actuellement, avec des généticiens et puis des ethnologues qui ont montré toute la logique, la cohérence de ces pratiques et qui ont montré que ça reposait sur le maintien de beaucoup de diversité. Parce que malheureusement, on n'a pas beaucoup de descriptions sur la manière dont pratiquaient les paysans en France, par exemple, avant la sélection récente. Donc voilà quelques exemples de la diversité des phénotypes qui sont générés par cette sélection, où là, on n'est plus sur les plantes. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe à la fin du 19e ? Donc d'un côté, parmi ces agriculteurs qui, dans chaque village, faisaient leur propre sélection, il y en a certains qui étaient particulièrement doués et efficaces et qui développaient des variétés un peu plus belles qui ont attiré l'œil de leurs voisins. Et puis maintenant, on retrouve aussi souvent, quand on va dans les villages où il y a encore de l'agriculture vivrière, des experts en semences chez qui on va, quand on a perdu ses semences, on va plutôt aller chez les personnes qui sont un peu références pour les semences. Donc peut-être que c'est des experts un petit peu comme ça qui se sont spécialisés en sélection, comme par exemple la famille Villemorin, qui est devenue ensuite une entreprise de sélection. Et donc ils se mettent petit à petit à vendre plus leurs semences que leurs grains, puisqu'ils sont reconnus pour ce travail-là. Cette sélection au début qui est simplement massale, par choix des plus belles plantes, comme on l'a vu dans la population, eh bien, avec la redécouverte des lois de Mendel, et donc la prise en compte des connaissances sur la transmission de l'hérédité,
eh bien, on va avoir aussi les premiers croisements qui vont être faits dans ces espèces cultivées pour générer de nouveaux génotypes et puis sélectionner dans la descendance. Et donc ces nouvelles variétés, donc au début des sélections massales un peu améliorées, et puis ensuite des sélections dans des croisements, vont petit à petit remplacer les variétés paysannes ou de pays qui étaient développées avant. Et alors, donc là, on arrive au début du XXe siècle. Et là, il y a des caractères qui vont... la sélection, ça va s'accélérer parce que l'agriculture va être transformée. Au début les années 20, on maîtrise la synthèse des engrais chimiques. Et donc, on comprend qu'on peut augmenter le rendement en mettant ces engrais. Mais sur les céréales, ça ne marche pas bien parce que les plantes sont très hautes. Et donc, quand on met les engrais, elles tombent par terre. Et donc, on voit que les plantes, là, elles étaient très hautes. Ce n'est pas que les hommes, ils étaient petits à l'époque. Mais simplement, il n'y avait pas de problème de verse, parce que les pratiques, elles étaient adaptées aux pratiques de l'époque. Il y avait besoin de paille aussi parce qu'il y avait beaucoup d'élevage. Elles étaient récoltées avant maturité, mûrissaient... comme ça dans des petits, je ne me rappelle jamais comment ça s'appelle, des meules, je crois. Voilà. Mais donc, comme on veut utiliser les engrais, on mécanise aussi pour augmenter la production, faciliter le travail. Mais il faut raccourcir la taille des pailles des plantes. Et on le raccourcit un petit peu progressivement, mais il y a des gènes qui sont identifiés qui raccourcissent de manière très significative la longueur des pailles du blé en particulier. Donc, en 1946 au Japon, il y a les Américains qui découvrent des variétés qui dites naines, qui sont très très courtes, qui ramènent aux États-Unis, qui vont utiliser dans des croisements. Ensuite, passer dans les années 50 à Norman Borlaug, qui était sélectionneur au CIMMYT, donc un centre international de recherche au Mexique, et qui, lui, améliorait les blés pour la résistance à la rouille, pour faire des cycles plus rapides. Il va introduire ces caractères de nanisme. Et quelques années après, à partir de quelques génotypes élites qui cumulaient à la fois les gènes de nanisme, les résistances à la rouille et l'insensibilité à la longueur de jour pour faire des cycles plus rapides, à partir de ça, ils vont créer les variétés modernes de la Révolution verte qu'on va retrouver dans les années 60-70 en Inde, au Pakistan, et qui vont donc être vraiment la base de ce qu'on appelle la Révolution verte. Et donc, voilà, juste pour illustrer la réponse différentielle entre les cultivars donc, nains, donc améliorés avec les gènes de nanisme, et puis les cultivars anciens. Et donc, on voit que quand on augmente la quantité d'azote, à un moment, les cultivars anciens, ils ne valorisent plus, on peut leur en donner plus, ils ne le transforment pas en rendement en grains, alors que les variétés naines, elles le transforment en rendement. Voilà, et donc ce caractère-là, on va le retrouver dans toutes les céréales, aussi sur le riz, sur les orges, on va les voir toutes raccourcir de taille. Alors, pour résumer un petit peu ces changements importants de fonctionnement au cours du XXe siècle, on peut dire qu'il y a vraiment trois piliers de la modernisation agricole, de la transformation de l'agriculture. Il y a la mécanisation, les engrais minéraux et les produits phyto, et puis l'amélioration génétique. Et là, on est encore dans une coévolution. L'amélioration génétique, elle va répondre, elle va chercher à adapter les plantes à la modernisation agricole, mais aussi elle va être le levier pour pouvoir développer de plus en plus ces pratiques agricoles plus intensives. Et donc après-guerre, on augmente encore la professionnalisation du métier de la sélection, avec l'idée que pour vraiment, insuffler le progrès, pouvoir transmettre le progrès génétique qui va être fait chez les sélectionneurs auprès des agriculteurs, il faut formaliser les choses pour que les agriculteurs
ils adoptent de façon plus systématique les nouvelles variétés, les dernières variétés les plus performantes, qu'aussi les sélectionneurs puissent évaluer vraiment les performances et comparer celle qui va être un petit peu plus performante que les précédentes, donc à aller vers des variétés de plus en plus homogènes génétiquement, parce que c'est plus difficile de comparer des populations où tout le monde est différent l'une à l'autre que des lignées pures. Et puis aussi, si on sait qu'il y a un génotype qui est un petit peu plus performant dans la population, l'idée, ça va être de faire la variété composée purement de ce génotype. Et donc, on va avoir, avec les pratiques de sélection aussi, un arsenal réglementaire pour orienter l'adoption des nouvelles variétés, donc le catalogue des obtentions variétales, pour pouvoir commercialiser, donc, vendre ou échanger des semences. Il faut que la variété elle soit inscrite dans ce catalogue et qu'elle réponde à des critères d'uniformité génétique et aussi de productivité, donc les critères qu'on appelle VAT, valeur agronomique et technologique. Alors en termes d'évolution, là on a un changement drastique dans la dynamique de l'évolution de l'espèce. Tout à l'heure, j'essayais de vous montrer qu'en fait l'évolution elle se produisait dans tous les champs des paysans, qu'il y avait des échanges de semences, qu'il y avait des adaptations locales, des différenciations. Donc tout ça, ça faisait évoluer l'espèce. Et puis là, avec la spécialisation des métiers, donc avec les sélectionneurs, enfin la sélection qui se trouve donc cantonnée chez les sélectionneurs, on a toutes les surfaces donc dans les champs des agriculteurs qui vont plus contribuer à l'évolution de l'espèce. Donc on a des tailles de population énormes, mais ça va en farine. Je résume. Et par contre, toute l'innovation, la création de nouveautés en génétique, elle se fait chez les sélectionneurs. Donc au début, on avait un certain nombre de petites entreprises de sélection, et puis aussi au fur et à mesure qu'on avance vers le XXIe siècle, on a concentration des programmes de sélection, et puis aussi une réduction de ce nombre de programmes de sélection, donc des poules génétiques, et voilà, une évolution qui se fait de façon de plus en plus concentrée. Et puis la diversité, l'évolution, le maintien de la diversité qui tout à l'heure était répartie dans la métapopulation, et bien là, en fait, on va la retrouver dans des collections, des banques de graines. Parce qu'en fait, dans les années 70, les scientifiques réalisent que le remplacement des variétés de pays par les variétés modernes va très très vite, et ils se disent qu'on est peut-être quand même en train de perdre toute cette diversité qui résultait de milliers d'années d'évolution. Et donc il y a des entreprises de collecte dans tous les champs des paysans qui avaient encore ces variétés-là, pour venir les stocker dans des banques de graines, où on va les mettre, on va prélever des échantillons de ces variétés, et on va chercher à les garder comme en réserve, on va dire. On va les mettre au froid pour pouvoir les maintenir, pouvoir éventuellement donc les réutiliser dans la sélection si besoin. Et puis l'idée, c'est vraiment de les maintenir à l'identique, donc de les extraire de l'environnement, qui n'est plus d'évolution, mais d'arriver à les maintenir dans ces banques de graines. D'accord ? Donc, au niveau évolutif, on voit que c'est quand même des changements très, très importants. Et puis, en termes de vision de la biodiversité cultivée, de vision d'agriculture, on a là une vision qui est très, très différente de la vision en écologie, qui va cloisonner, comme j'ai montré tout à l'heure, on compartimente, on a d'un côté l'évolution, d'un côté la diversité génétique, et puis dans les champs des agriculteurs, on a des peuplements qui sont très très homogènes génétiquement. D'accord ? Donc on a cette vision où on sépare tout, qui est un peu contraire à la vision en écologie, où là on va chercher plutôt à maintenir les processus. On ne voit pas la biodiversité
comme un stock, un réservoir d'allèles dans lequel on peut aller piocher, mais plutôt comme un ensemble de processus, une dynamique. Et donc, on va chercher à maintenir les compartiments qui permettent à cette dynamique de se produire. Alors, il y a aussi des conséquences au niveau organisation sociale et politique, hein, avec un changement de système où on passe d'un système où l'innovation elle est distribuée entre les paysans, et puis une innovation là, qui se fait de façon très top-down. Les agriculteurs deviennent des utilisateurs d'innovation génétique. La semence, c'est un intrant comme un autre, comme un engrais ou un pesticide pour beaucoup d'agriculteurs. Alors, il faudrait que j'accélère un petit peu. Donc, ce modèle, il conduit à des paysages qui sont devenus très homogènes au niveau de la biodiversité cultivée et puis de la biodiversité sauvage associée aussi. On a une simplification qui est très importante en termes de nombre d'espèces. On est dans l'efficacité, dans l'augmentation de la productivité. Donc, on va produire des céréales dans les meilleures terres. Dans le bassin de la Seine, on va se spécialiser sur les grandes cultures céréalières avec de plus en plus de blé d'hiver. Là, c'est 1970-2000. Le maïs, il est cantonné plutôt vers les zones de production d'élevage. Et on va, dans certains endroits, à des systèmes très, très simplifiés en termes de rotation, avec là des rotations colza, blé, colza, colza, blé, 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 blé. Tout ça, bien sûr, on optimise la production, mais il y a c'est aux dépens d'impacts environnementaux, hein, parce que les collègues agronomes ont montré qu'il y avait un lien entre cette uniformisation, cette simplification des pratiques, donc avec l'augmentation en surface de certaines espèces, et puis les besoins de traitement en pesticides, puisqu'on va soumettre des très grandes zones à une même pression, parce que la culture, les champs, c'est une pression de sélection sur tout l'environnement biotique qui est en interaction, donc les herbes, les insectes, les champignons, etc. Donc en uniformisant cette pression de sélection, on va accélérer la réponse en face des bioagresseurs, et du coup, il va falloir utiliser de plus en plus de pesticides. Je vais accélérer. On a aussi une uniformisation génétique qu'on a pu montrer, alors à différents niveaux. On a remplacé des variétés qui étaient des populations hétérogènes génétiquement par des variétés homogènes, mais on a montré aussi que on avait une tendance à de plus en plus de ressemblance génétique entre les variétés qui étaient cultivées. Donc ça, c'est pour montrer, c'est sur la période 80-2006, on a montré que dans les zones importantes de production du blé, donc là je parle de diversité génétique à l'intérieur de l'espèce, eh bien, même si on avait de plus en plus de variétés qui étaient cultivées dans les champs, eh bien, en termes de diversité génétique déployée, on avait de moins en moins de diversité. Et puis on le retrouve aussi au niveau de caractères morphologiques, phénotypiques, par exemple avec la hauteur, toujours entre 80 et là cette fois 2015. On a là fait des groupes en fonction de l'évolution de la hauteur moyenne pondérée dans chaque département. Et on voit que si au début on avait des classes de hauteur un peu différentes en Bretagne en rouge et puis dans d'autres régions, avec des plantes plus hautes ici pour l'élevage, tout ça converge et on se retrouve avec partout en France des variétés qui ont 10 cm d'écart du nord au sud de la France. Voilà. Alors les filtres sur les goulots d'étranglement à cette diversité génétique, donc il y a la sélection, mais il y a tout un tas d'acteurs. En fait, on a voulu regarder. En fait, les agriculteurs, ils vont choisir. Il y a les acteurs qui déterminent les critères du catalogue pour inscrire les variétés. Il y a les coopératives qui vont choisir les variétés qu'elles vont vendre aux agriculteurs. Il y a les débouchés. Donc tout ça, en fait,
tous ces acteurs de la filière, ils font ce qu'on appelle un verrouillage socio-technique de la filière, et sortir de ça, ce n'est pas forcément simple. Alors pourquoi c'est un problème? Moi j'ai un peu parlé là des pesticides. Moi j'ai peut-être pas besoin de réillustrer là, mais on voit que très vite quand on utilise beaucoup un gène de résistance, par exemple à la rouge jaune dans des variétés de blé, 50% de surface de culture des variétés de blé au Danemark qui ont le gène de résistance, eh bien en 3 ans, toutes les populations de rouge jaune au Danemark, merci, en Angleterre, mais en France aussi très vite, elles contournent tout le gène de résistance, elles attaquent les variétés qui, du coup, deviennent sensibles. D'accord ? Donc on voit que cette uniformisation des espèces, des pratiques et de la génétique, ça induit une vulnérabilité accrue aux bioagresseurs et aux facteurs environnementaux. Alors, comment on peut faire évoluer ces pratiques agricoles pour sortir de ça? Donc, on peut s'appuyer sur des analyses qui ont été faites par un panel, un groupe un peu comme le GIEC ou le groupe du Millennium Ecosystem Assessment, qui s'est focalisé à évaluer la recherche agronomique et l'innovation en agriculture, l'innovation et le développement en agriculture, et pour évaluer l'impact, sa capacité qu'il avait eu à réduire la faim, la pauvreté, développement durable et tout ça. Et donc c'est vraiment un rapport très intéressant. Il y a la synthèse de 20 pages qui a été publiée en 2008, qui est tout à fait lisible. Et donc parmi leurs conclusions, donc la première, c'est que la recherche agricole et le développement ont bien permis d'augmenter significativement la production dans le temps, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire. Mais tout de suite après, les limites, c'est que ces augmentations de rendement ont bénéficié de façon inégale aux populations à travers le monde et qu'elles ont induit parfois des impacts environnementaux problématiques. Et les propositions, c'est de passer à une recherche basée sur des approches agroécologiques et aussi de viser les populations locales et notamment les populations rurales agricoles à travers des approches de recherche participative, donc de les impliquer dans la recherche pour qu'elles permettent de mieux transformer leurs conditions de vie et d'être plus adaptées. Donc agroécologie, peut-être que vous en avez entendu un petit peu parler, mais vite fait, l'idée c'est de remplacer tout ce qui va être intrant extérieur, dépendance aux intrants extérieurs, en utilisant mieux les fonctionnalités écologiques des agroécosystèmes pour essayer de préserver, de renouveler les ressources naturelles et puis d'assurer un fonctionnement durable. Et l'un des principes, c'est de développer de la diversité à tous les niveaux, du champ au paysage. Alors donc, on voudrait remettre de la diversité dans les champs. Donc, on a fait ça tout à l'heure, et puis là, on voudrait revenir vers des populations, donc mettre de la diversité. Alors, je vais parler de diversité génétique, mais il y a plein de manières de diversifier. On peut mettre des haies, des arbres, associer du blé et du pois, du maïs et du haricot. Mais moi, je vais parler de diversifier au sein de l'espèce. Donc remettre dans un champ de blé soit un mélange de variétés ou bien des populations hétérogènes. Et en fait, là, pour ça, on a vu tout à l'heure que quand on avait fait comme ça, les agriculteurs, ils avaient été un peu, ou ils s'étaient laissés déposséder de leur autonomie à gérer leurs semences, à gérer cette diversité. Donc si on veut revenir là, on ne pourra pas le faire sans impliquer beaucoup les agriculteurs. Et donc, les bénéfices qu'on attend, c'est à la fois les services de régulation que va fournir la diversité à un instant T. Donc ça a été bien décrit, comment, par exemple en
en phytopathologie, comment un mélange de variétés sensibles et résistantes va permettre de freiner beaucoup le développement d'une épidémie. Et donc, si on cumule comme ça une hétérogénéité résistance sensible pour plusieurs maladies, on va vraiment gagner en régulation, en résistance, en stabilité pour le rendement. Et puis, si on ressème au cours du temps, on peut imaginer avoir aussi une adaptation au changement global. Alors, on a dit on va avoir besoin des agriculteurs, on ne va pas pouvoir leur imposer de changer comme ça pour des variétés homogènes qui vont bien avec de l'engrais, des pesticides. Donc, est-ce qu'il y a des agriculteurs qui sont intéressés à ça? Et donc, il se trouve que oui, il y a aussi de leur côté un certain nombre d'agriculteurs qui, depuis même bien avant les scientifiques, avaient identifié qu'ils pouvaient développer d'autres pratiques agricoles, en particulier l'agriculture biologique, en favorisant cette biodiversité. Et pourquoi, notamment, ils se sont rendus compte qu'il fallait travailler autrement, avec autre chose que les variétés disponibles au commerce. Bien, tout simplement parce que ces variétés-là, déjà, ils ont fait le constat qu'elles n'avaient pas été sélectionnées, développées pour être adaptées à leurs pratiques, puisque, comme je l'ai dit, elles étaient beaucoup orientées, évaluées en conditions optimales, intensives de sélection. Et simplement, on peut voir là donc, cette idée d'interaction génotype-environnement. Là, c'est le classement des variétés pour leur rendement en conventionnel, en conditions conventionnelles, et puis là, c'est en conditions bio. On voit que si on sélectionne les 5 meilleurs en conditions conventionnelles, on ne va pas obtenir les 5 meilleurs en bio, on va même obtenir certaines qui vont se comporter très très mal. Donc, si on veut... du coup, il y a une inadaptation entre l'offre variétale et puis les pratiques des agriculteurs. Il y a aussi d'autres raisons. En bio ou en agroécologie, on va diversifier les pratiques. Il y en a qui vont se mettre à avoir des rotations très longues, à introduire de la luzerne, à faire des semis sous couvert, de l'agroforesterie. Et ça fait plein de besoins en type de variétés qui peuvent être différents et qui vont difficilement pouvoir être pris en compte par une sélection centralisée. On a aussi des objectifs de sélection que pour l'instant, la sélection ne prend pas en compte, comme des pailles hautes, d'autres qualités en panif. Puis il y a cette idée aussi de retrouver une autonomie dans les semences, parce que pour les agriculteurs, l'agriculture intensive, si on n'a pas la taille suffisante en termes de surface, de production, on sait qu'ils sont assez étranglés parce qu'ils dépendent beaucoup de l'aval, de l'amont, donc de l'achat des semences, de la vente derrière, et donc retrouver l'autonomie sur les semences et sur ce qu'ils produisent et comment ils les gèrent, c'est peut-être aussi s'assurer plus de viabilité économique. Et puis, ils ont identifié aussi un besoin de diversifier dans leur champ. Alors, je vais passer assez vite. Quels sont les agriculteurs avec qui on s'est mis à travailler sur cette sélection de populations participatives? Principalement ces agriculteurs qui se sont réunis en 2003 dans l'association Réseau Semences Paysannes, à partir de raisons assez diverses, que ce soit politiques ou d'identification des manques variétaux, etc. Il faut savoir que c'est des mouvements qui aussi ont émergé un peu dans d'autres pays d'Europe, qui associent soit essentiellement des paysans, mais parfois aussi des jardiniers, comme l'association Arkenoa en Autriche, qui est très très importante, qui réunit des milliers de jardiniers amateurs. Et alors, combien de temps j'ai pas ? 0. J'ai 0, d'accord. Je vais faire juste très vite. D'accord, je fais très vite. Qu'est-ce que c'est que la sélection participative ? Je vais vous montrer le fonctionnement de notre projet pour l'illustrer de manière concrète. Donc, on s'est donné des objectifs
qui étaient très appliquées, créer des variétés population adaptées à certains contextes, mais en même temps des objectifs plus génériques de développer aussi des stratégies, des méthodes pour gérer la diversité génétique à travers cette approche de gestion-sélection à la ferme. Donc là, on revient donc dans l'idée de réintroduire la diversité génétique, un compartiment dans lequel l'évolution va pouvoir se produire pour l'espèce. Et puis, il y a un enjeu de réappropriation ou d'appropriation de connaissances, de savoir-faire par les paysans et les associations. Et donc, juste les principes, c'est décentraliser la sélection. Donc, la sélection, vous n'êtes peut-être pas tous familiers avec ça. On l'a fait en général dans des stations expérimentales, comme j'ai dit, dans les bonnes conditions. Il y a un réseau dans les différents pays et c'est fait par les professionnels. Et donc là, l'idée, c'est d'aller sélectionner directement dans les fermes. Parce qu'on a vu que si on sélectionne en station, mais après, quand on fait pousser dans la ferme, qui va être peut-être complètement différente, ça ne va pas toujours marcher. Donc là, on va directement dans chaque ferme et on évalue dans les conditions habituelles de production, de culture. Et aussi, on va mobiliser et recréer beaucoup plus de diversité que ce qu'on a disponible au catalogue des variétés. Donc on va reprendre des variétés de pays anciennes, on va aller dans les banques de graines ou chez les anciens ou dans d'autres pays pour rechercher beaucoup plus de diversité. Et le processus, donc participatif, ça veut dire, c'est un processus de recherche-action participative. Donc participatif, ça veut dire qu'on va décider ensemble à toutes les étapes, y compris définir les objectifs, la méthode, le dispositif. On va toujours se mettre tous d'accord. Ce n'est pas les chercheurs qui viennent et puis qui disent voilà, il faut faire l'essai comme ça, il faut semer dans tel ordre et tout. Tout est discuté. Et recherche-action, ça veut dire que en fait, on ne va pas définir un protocole sur 3 ans, on s'y tient pour analyser les résultats. C'est-à-dire qu'on veut que la recherche ait une capacité opérationnelle tout de suite, une capacité à transformer la vie, le fonctionnement des acteurs. Et donc, si la première année, ce n'est pas du tout adapté, on va discuter pour changer le protocole, pour adapter la méthode. Alors après, je vais tout passer très vite, et puis on pourra peut-être rediscuter. Donc, ça nous a conduit à développer des dispositifs d'évaluation à la ferme très particuliers, de petite taille, avec pas beaucoup de répétitions. On voit qu'on a essayé de développer des outils pour aider les agriculteurs à se sentir à l'aise pour faire des sélections massales au sein des populations, des sélections des choix entre les populations, à travers des évaluations aussi statistiques. On a développé des outils, y compris des bases de données, des modèles stats un petit peu compliqués pour pouvoir traiter tout ça. Et puis, on a aussi eu assez rapidement, donc ça a commencé en 2006, et on a eu assez rapidement de nouvelles populations dont les agriculteurs les paysans et les paysannes étaient satisfaits. Et donc, vous voyez que là, on n'est pas redondant quand on ne reproduit pas ce qui se fait dans la sélection professionnelle, puisque là, on a une variété qui est celle qui est la plus cultivée par les agriculteurs bio, qui s'appelle Renan. Vous voyez qu'elle ne couvre pas bien le rang. Ça a été désherbé à la main, mais si ce n'est pas désherbé, elle a un petit peu du mal. À côté, variété issue de sélection participative, on a des pailles beaucoup plus hautes qui tiennent debout, plus de diversité. On a aussi, ça a été testé en panification, ça correspond bien. Vous voyez qu'avec ces pailles hautes, il peut y avoir de l'herbe en bas. Ça ne gêne pas. On n'a pas besoin d'herbicides. Et donc, voilà, le nombre de populations qui sont testées chaque année, ça dépasse 1000. Donc, on a vraiment une contribution à la diversité génétique, à réintroduire la diversité dans les champs importante. Et donc, il y a cette notion de résilience, d'effet favorable pour la résilience, donc au niveau de chaque agriculteur, à travers la diversité de ses populations qui va stabiliser la production. Et puis au niveau collectif, on va moins dépendre des choix d'un gros acteur très important. Et c'est aussi un changement de paradigme dans la recherche avec une autre manière de faire la recherche,
qui va aussi stimuler l'intérêt des citoyens pour les questions scientifiques et pour les choix scientifiques. Et je voulais mentionner tous les étudiants beaucoup et puis les collaborateurs avec qui j'ai travaillé et vous remercier pour votre attention.